le droit international au service de la dépendance post-coloniale. Et on peut l'observer, pour l'illustrer très rapidement, à travers deux phénomènes. D'abord, la dépendance militaire. Les accords de coopération militaire conclus généralement à la veille ou immédiatement après l'indépendance, effectivement, créent de tels rapports. Et même lorsque ces accords en matière de défense ont été renouvelés un peu récemment, je vois un certain nombre de pays africains qui ont renouvelé leurs accords en matière de défense. Par exemple, avec la France en 2009, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quand même un certain nombre de clauses particulières qui montrent que la souveraineté de ces pays, ou en tout cas la décolonisation, n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez par exemple que dans mon propre pays, l'accord de 2009, n'est-ce pas, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit par exemple que la base logistique française à Douala est inviolable. Donc c'est inviolable. Donc les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. Donc les militaires ne peuvent pas y pénétrer, de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales, donc pour tout le matériel, les équipements qui y va. Juste ça, je donne juste ça à titre illustratif. J'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, ce sont des accords plus récents. Les accords des années 59 à 60 étaient, j'allais dire, allaient bien plus loin et vraiment installer des relations de dépendance, puisque d'ailleurs ce sont des accords qui permettaient à la puissance anciennement administrante d'intervenir pour maintenir au pouvoir, n'est-ce pas, tout gouvernement qui était signataire d'un tel accord et qui estimait qu'il pouvait être mis en danger par sa propre population. Deuxième point illustratif, là aussi j'irai très vite, c'est dans le domaine économique. Et là nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains et en particulier les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2. Et enfin l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60? L'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accord commercial. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Hein, ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit, c'est un accord d'échange commercial. Sauf que en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non douanières, non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas des produits industriels. Vous devez produire et renvoyer brut. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton, dont vous ne déterminez pas les prix. Hein? Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi? Vous échangez d'abord quoi pour que ça se détériore? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie, puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie, mais simplement, vous allez être le déversoir des produits européens, qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale,
des jeunes Africains qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là au rang des accords postcoloniaux qui solidifient les liens de dépendance coloniale. Mais il y a aussi dans le domaine monétaire, notamment en ce qui concerne les pays de la zone franc, des accords qui ont effectivement maintenu les pays africains dans cette relation de dépendance en leur enlevant le levier qui permet à tout État souverain de mener sa propre politique monétaire. Ce n'est pas seulement fantaisiste, ce n'est même pas idéologique comme j'entends beaucoup, c'est vraiment technique et économique. Bon, bien sûr, la décision est éminemment politique, la souveraineté monétaire est quelque chose de politique, mais au final, c'est que on vous enlève un des leviers qui vous permet d'organiser votre propre développement. On vous dit, oh, vous avez la stabilité monétaire. Qu'est-ce que vous faites avec la stabilité monétaire grâce à une parité fixe? Les experts nous disent, bah non, cette stabilité vous permettait simplement d'assurer aux entreprises de la puissance dominatrice de venir s'installer en sachant que l'argent qu'il investit chez vous, il ne perdra pas un centime dessus puisqu'il a une parité fixe. Oui, alors que par le jeu de la politique monétaire, par le jeu de la dévaluation et tout ce que vous voulez, vous pouviez justement avoir une marge qui vous permet effectivement de modifier les rapports. Donc, c'est stable, c'est fixe. Il investit 10 francs, il sait que je retirerai 15 francs et il est sûr qu'il retirera les 15 francs parce que la parité fixe de la monnaie vis-à-vis de la devise métropolitaine hier et vis-à-vis de la devise européenne lui garantit cela. Et évidemment, nous connaissons tous les autres aspects, le fait que les fonds étaient déposés au Trésor français et non pas à la Banque de France, parce que si c'est la Banque de France est une banque, donc elle doit rémunérer l'argent. Hein? Mais quand c'est au Trésor, c'est une administration de l'État, donc ça devient des recettes budgétaires, et donc votre propre argent peut vous être prêté, parce que bon, c'est un argent que vous avez déposé. À l'origine, avant la révision de 1972, c'était 63% des dépôts qu'il fallait faire après les accords, la modification de 72-73, c'est devenu 50%, mais c'est toujours beaucoup. Sans compter que lorsque ce panier commun de réserve, puisque tous les pays de la zone franc mettent dans le même panier, la garantie que vous donne le pays, vous ne l'appelez pas tout le temps parce que les pays qui ont davantage de réserves soutiennent ceux qui n'ont pas assez de réserves, sans qu'ils aient à intervenir. Donc, si la Guinée équatoriale ou le Cameroun a davantage de réserves, parce qu'il a vendu plus de pétrole, et que la Centrafrique n'a pas assez de réserves, il va y avoir donc un jeu de compensation. On n'appellera pas la France en garantie, puisque vous pouvez faire ça entre vous. Et si votre compte d'opération au Trésor français devient déficitaire, normalement c'est là que le garant doit jouer, parce qu'il doit approvisionner le compte. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, il vous impose la dévaluation. Donc, nous sommes là face à des